Hello, hello, c'est Mélanie du blog Construire son indépendance et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous sommes avec Nicolas qui va nous présenter un petit peu son parcours d'investisseur. Salut Mélanie, je suis très content d'être sur ta chaîne aujourd'hui. On se connaît depuis quelques temps et puis là on se parle enfin en live et Ouais, c'est top. c'est vrai qu'on a eu pas mal d'échanges sur Instagram, donc du coup c'est vraiment cool de se voir en live. Donc Nico, est-ce que tu peux nous expliquer voilà qui es-tu, quel âge as-tu et quel est ton métier aussi? Ça peut être intéressant de le savoir. Bah ouais, totalement. En gros, donc moi c'est Nico, j'ai 34 ans aujourd'hui. J'investis dans la colocation à distance, sans CDI. C'est un peu d'ailleurs ma particularité. J'aurais jamais pensé d'ailleurs pouvoir investir dans l'immobilier à un moment donné, hein. On m'avait toujours dit, t'as pas de CDI, donc oublie l'immobilier. Et puis je suis journaliste télé, donc intermittent du spectacle, ce qui fait que je n'ai pas de CDI. Je travaille par contrat. On peut comparer l'intermittence à de l'intérim. Donc c'est vraiment pas quelque chose que les banques apprécient. Enfin, je pensais qu'elles n'appréciaient pas. Mais Donc là, c'est super intéressant. Donc toi, aujourd'hui, tu as investi dans l'immobilier sans CDI. Donc c'est comme tu disais, ta particularité. Donc déjà, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu as débuté dans l'immobilier et comment tu as eu cette idée finalement de te dire, OK, je vais investir dans l'immobilier. c'est un peu particulier parce que j'ai rien d'un investisseur IMO. Mes parents sont dans l'artisanat, enfin voilà, ils sont pas du tout entrepreneurs, ils avaient une vie assez classique, ils ont eu leur résidence principale, donc enfin pas du tout dans l'investissement IMO. Et moi, j'étais un peu en plus un ovni dans la famille parce que je me suis mis à faire de la musique quand j'étais ado. Donc, je suis partie, mais j'ai fait de la musique pendant à peu près 15 ans et c'était ma vie. Donc, j'étais intermittent du spectacle, j'avais pas de CDI, je faisais de la musique. Enfin, on est loin de l'entrepreneuriat, on est loin de l'investissement immobilier. J'ai pendant des années parce que gérer mes comptes, j'étais à découvert de 400-500 euros par mois. Donc, pour moi, c'était normal, c'était pas grave. On a découvert, les banques, c'est fait pour ça. Et puis, on attend la fin du mois pour qu'il y ait le salaire qui rentre. Donc, ça m'a jamais parlé. J'ai toujours même trouvé assez dingue ces gens j'ai habité à Londres pendant 2 ans et j'habitais pas loin du quartier, du quartier d'affaires de Londres. Et je voyais ces gens en costard. Je me disais, c'est fou, des gens qui gèrent la finance, l'argent. Je trouvais ça assez dingue. Mais si tu veux, ça me parlait pas. Et puis à un moment donné, dans mon boulot, j'en ai eu marre. C'est vrai que j'ai travaillé dans la télé, il y a peut-être un côté un peu superficiel parce que je travaille sur des émissions de divertissement. Et du coup, j'ai un peu, enfin ouais, j'ai pété un câble et j'ai dit non, c'est plus pour moi. J'ai arrêté mon contrat et je suis partie en Inde où j'ai été faire de l'humanitaire. Donc vraiment quelque chose qui n'avait aussi rien à voir. J'avais besoin de me rapprocher de certaines valeurs. Donc, j'ai fait de l'humanitaire dans les bidonvilles à donner des cours d'anglais et de maths. Alors, déjà, rien que donner des cours de maths en anglais, ça aussi, c'était folklore venant de ma part. Tout le monde m'avait déjà dit, mais t'es complètement fou. Tu sais à peine à connaître toutes les tables des multiplications par cœur et tu vas donner des cours d'anglais. C'était assez dingue. J'ai fait 6 mois en Asie. Je suis rentrée en France. Et de fil en aiguille, je n'avais toujours pas d'argent, hein, ça n'avait pas changé. J'ai loué mon appartement sur Airbnb. On pourrait croire que c'était le déclic, absolument pas. Je n'avais toujours pas compris que l'immobilier pouvait rapporter de l'argent. Mais par contre, j'ai des voyageurs qui m'ont ramené des punaises de lit dans mon appartement. Donc, je me suis retrouvée à devoir requitter mon appart parce que je pouvais plus y vivre, parce qu'il devait être traité. Enfin, c'était la galère. Pour ceux qui ont connu les punaises de lit, je ne le souhaite à personne. Et c'était vraiment une année de merde, hein, on peut dire ça comme ça. Une fois que j'ai traité mon problème de punaise de lit, ma proprio m'a envoyé un message et elle m'a dit je vous ai envoyé un recommandé, on met fin à votre bail et puis c'est terminé. C'était une location meublée, il y avait 3 mois de préavis et c'est surtout que ça faisait 12 ans que j'habitais dans cet appartement-là, un appartement que j'adorais, je me sentais chez moi, j'étais comme propriétaire chez moi, hein, mais non, je payais un loyer. Et, et là, je me suis dit, j'ai pas de CDI. J'ai pas de CDI. On était en 2018. J'étais là, qu'est-ce que je fais? Les loyers sont hors de prix. Je voyais mes potes intermittents, ils galéraient à trouver des apparts, etc. Et puis, c'est vrai que je me suis dit, je vais peut-être acheter. Et je me dis, tiens, c'est l'occasion. J'ai 30 ans, allez, on achète. Et en 2 semaines, j'ai trouvé un appartement. En 3 semaines, j'ai signé un compromis. En 4 semaines, j'avais 3 banques qui me suivaient.
Alors, pour l'idée, il faut quand même se dire que c'était un appartement de 14 mètres carrés à Ah ouais. 183 000 euros Oh, dans le mais centre Paris. ah oui, dans le centre de Paris, je me disais, mais où est-ce que tu as acheté? D'accord. Et c'est vrai que je suis partie là-dessus. Et puis, j'ai 3 banques qui m'ont suivi. Je me suis dit, tiens, c'est drôle quand même, hein. Je suis intermittent, je revenais de 6 mois en Asie quand même, hein. Donc, j'avais pas travaillé, j'avais rien, j'étais à découvert. Je me dis, c'est drôle, mais ok, faisons confiance aux banques, elles me prêtent de l'argent. Et puis, vu que je suis quelqu'un d'assez têtu et très curieux, je me suis dit, mais l'immobilier, qu'est-ce que… Là, j'achète, mais comment ça marche? C'est quoi un notaire, etc. Je ne connaissais pas. Donc, en tapant un peu sur Internet, j'ai découvert que des gens n'achetaient pas leur résidence principale et faisaient du locatif. Et je me suis dit, ça, c'est drôle, ça. Ah, il y a des gens qui vivent d'immobilier locatif. Ah, et ils peuvent vivre en 2, 3 ans. Ah ben ça, c'est incroyable. Bah, mon boulot me gave, l'immobilier, ça semble plutôt sympa, les banques finalement me suivent, pourquoi je n'achèterais pas plutôt des apparts pour les louer? Et là j'ai eu un problème, c'est que j'ai été voir la banque et j'ai dit, je veux plus acheter. Puis là, ils m'ont dit, mais on vous prête de l'argent, vous avez signé, vous pouvez pas revenir en arrière, vous signez votre résidence principale dans 2 semaines, on n'annule pas. Moi, j'étais là, mais non, mais je veux plus acheter, j'ai plus d'argent, ne me prêtez pas, c'est pas possible. Je me souviens, c'était folklorique. J'ai débarqué à la banque, j'ai demandé à voir la directrice, j'ai dit, c'est pas possible qu'on me prête de l'argent alors que j'ai pas d'argent. Enfin, ça a été complètement dingue. Et ça s'est terminé parce que le notaire avait oublié un papier par rapport au commun dans l'immeuble et je devais re-signer en fait le compromis. Enfin, le papier, un avenant au compromis, je devais re-signer. Et on repartait sur 10 jours de rétractation. Et à 4 jours de la signature finale, j'ai annulé ma résidence principale. Tous mes amis, toute ma famille m'ont pris pour un fou. Ils m'ont dit, mais t'as pas de CDI, t'as pas d'argent, la banque te prête, tu vas être propriétaire à Paris, c'est une chance. Et j'ai dit, non, j'arrête. J'ai arrêté, je me suis mis dans une bulle. J'ai bossé sur l'investissement locatif pendant 2 mois. Au bout de 3 mois, je signais mon premier compromis pour un appart avec… alors c'était le premier, je m'en souviens plus trop, mais je crois qu'on était à 14% de rentabilité nette et 750 euros de cash flow. D'accord. Et Et donc ça a là, changé c'était ma vie. ta première coloc. C'était ma première coloc, ouais. Et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Ça a clairement changé ma vie. J'ai perdu des amis, parce que j'ai changé de personnalité. Je suis passée du mec sans CDI, artiste qui fait de la musique, à celui qui est passionné par les chiffres, qui est passionné par la banque, par l'investissement, par comment faire de l'argent autrement que par son salaire. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris. Il n'y a que mes amis proches qui sont vraiment restés à suivre ma nouvelle personnalité finalement. C'est hyper intéressant, tout ce que tu viens de nous dire. Dis donc, c'est vraiment une personnalité hors du commun, hein. Franchement, c'est hyper intéressant. Ok, donc du coup, tu as investi dans cette première colocation, donc tu disais avec 750 euros de cash flow à peu près. Ouais. Et est-ce que tu as continué? Quel est ton patrimoine aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as? Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs colocs. Comme je dis souvent, je suis pas souvent les personnes ont tendance en gros, moi, je suis plus à chercher de la rentabilité. Je suis pas à multiplier les investissements. En gros, je finis un appart, j'en signe un autre. Donc là, je suis en train de terminer le troisième. Donc j'espère signer du coup le quatrième assez rapidement. Mais c'est un peu comme ça que je le fais parce que j'investis à distance. Donc du coup, je suis pas sur place. Donc je peux pas faire des visites tous les week-ends. Donc ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai lancé le premier, pendant que j'allais vérifier les travaux, j'en visitais un autre. Enfin, j'en visitais d'autres et je faisais des offres. Et c'est un peu comme ça que j'ai automatisé finalement mes recherches. Ça a été toujours de ne jamais avoir de toujours avoir un projet en cours, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. Et souvent, quand mes apparts sont terminés, je profite pour rester dedans 2 semaines pour faire les visites. Et là, je fais doublement de visites puisque j'ai un pied-à-terre et je peux visiter beaucoup plus facilement. C'est C'est une c'est bonne comme ça que astuce. Ouais, parce que ça a été une problématique au début. Je savais que je pouvais pas investir à Paris et même en région parisienne.
Ça, alors, je sais que ça existe. Il y a plein de gens. Oui, il y a quand même plein de gens qui investissent en région parisienne. Ça marche bien. Maintenant, c'est une enveloppe budgétaire qui est bien plus grande. Et c'est pour ça que moi, je me suis dirigé sur une ville étudiante dans l'ouest de la France, mais une ville où tu avais un prix au mètre carré quand même beaucoup plus bas. Ce qui fait que ma première opération, on était sur une enveloppe à 123 000 euros, tout compris. Ah ouais. Une colocation de 82 mètres carrés. Il faut savoir que l'appartement, il était au centre-ville, il était pourri, il est vu sur une vue dégagée qui était top, et il m'a coûté 64 000 euros. Donc, c'était rien en soi. C'était vraiment rien. Mais par contre, quand on rentrait dedans, il y avait l'odeur des canalisations, il y avait l'humidité, on ne pouvait pas y habiter. Hein. C'était vraiment, c'était pas possible. Et à l'époque, je m'étais focus, c'était je veux faire de la colocation, il faut que j'achète le plus pourri et que je fasse une rénovation au top. Donc, finalement, quand je suis arrivé dans l'appart, j'ai dit, il est pourri, ça me va. Je dis, c'est ce qu'il me faut. Et c'est vrai qu'on m'a, des amis qui ont pu voir l'appartement, ils m'ont dit, mais comment tu as pu oser acheter ça? C'est clair. Je dis, mais j'étais conditionnée à acheter quelque chose qui, de toute façon, allait être pourri. Donc, j'étais pas, je dis, c'est comme ça. Je me suis pas inquiétée des travaux. Je me suis dit, on y va. On va prendre un entrepreneur. De toute façon, je vais pas faire le taf. Donc, je vais voir aussi l'entrepreneur, l'artisan, qu'est-ce qu'il me dit. Et puis on y va. Mais au début, c'était difficile parce que c'est souvent ça. Enfin, toi, tu as connu ça, j'imagine, parce que tu as eu ta première fois aussi à faire des visites, à trouver des biens. Tu as ce truc où, je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça, mais tu ne te sens pas légitime. Tu es là, j'investis dans l'immobilier, je vais faire des travaux. Je me souviens même les premières fois, j'étais en vacances. Le premier jour, j'ai pris un train et je suis partie de chez moi à 7h du mat. Et dans le train, j'étais là, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qui je suis, entre guillemets, pour aller faire. J'avais prévu 15 visites que j'avais calées en 2 jours. Et je suis arrivée et j'avais ma carte d'investisseur IMO où il y avait marqué mon nom avec investisseur dans l'immobilier. Et j'étais là, mais ça me paraissait ridicule, mais c'était une façon de me dire, je sais ce que je fais, je me mets, entre guillemets, le costume pour comprendre que c'est ce que je dois faire. Et je sais qu'il y avait une agent IMO qui m'avait donné sa carte et moi, j'avais dit, tenez, voilà ma carte. Et c'est vrai qu'elle regarde et elle, pour le coup, c'était une connaissance d'un ami, donc elle savait que je n'avais jamais investi dans l'immobilier. Et puis elle regarde, elle voit investisseur dans l'immobilier, elle dit Et puis je me suis sentie bête. J'étais là, mais ridicule quoi. Au final, aujourd'hui, elle m'appelle parce qu'elle sait que j'enchaîne les biens. En fait, elle sait que oui, j'ai pas acheté le premier avec elle, mais par contre, elle sait que j'en ai acheté un premier, un deuxième, un troisième. Et du coup, maintenant, c'est elle qui m'appelle et qui me dit si vous voulez, j'ai ça. Si vous voulez, j'ai ça. Comme quoi aussi, le réseau est très important. Mais au début, je pense que tout le monde se sent un peu bête. Je sais pas, peut-être que c'est moi. Non, mais complètement. Ouais, quand tu débutes, tu sais pas, tu découvres, tu poses des questions bêtes. Moi, si je te disais la liste des questions bêtes que j'ai posées, j'ose même pas les dire tellement c'est. Mais il y a un moment, il faut bien commencer par quelque chose et c'est comme ça que tu apprends. Finalement, c'est vraiment en faisant que tu apprends, en te plantant, en faisant des trucs bêtes que tu apprends. Enfin, moi, je suis persuadée de ça. Ok. Et du coup, tu dis que tu investis à distance. Alors ça, c'est vraiment une particularité. On est vraiment différents sur ce point-là parce que moi, j'ai choisi d'investir complètement à côté de chez moi parce que ça me rassurait. Et toi, tu investis à distance. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner, par exemple, on va dire 3 clés qui font que tu arrives à créer ce cash flow à distance, à gérer ces apparts à distance? C'est quoi tes clés? Parce que c'est vraiment important comme question. Moi, aujourd'hui, je suis dans une démarche où je recherche un nouvel appartement. Je me pose vraiment la question d'investir ailleurs, tout simplement parce que le marché est très cher sur Lyon. Et finalement, je me retrouve confrontée à cette problématique de merde, il va falloir que j'investisse moins. Comment je vais faire? Et toi, tu as cette force-là. Alors, je dirais que la première chose, du coup, c'est être focus. Focus sur qu'est-ce qu'on veut et où. Donc, en étant focus, en fait, il y a 2 choses. Je dirais que les 3 clés, c'est être focus, c'est être organisé. Focus parce qu'on va savoir qu'est-ce qu'on veut.
organiser, parce que du coup, il va falloir faire une étude de marché pour savoir où on va investir. Et puis ensuite, l'organisation, en fait, c'est bête, c'est focus, organiser et passer à l'action. En fait, c'est ça le plus important. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec une personne qui m'avait appelé pour des conseils. Et puis, il me disait, mais à distance, c'est compliqué, je peux pas. Et puis, avec l'artisan, comment on fait? Mais en fait, là, dans les 3 clés que j'ai données, j'ai pas parlé de l'artisan, j'ai pas parlé de l'automatisation, parce que c'est pas le plus compliqué. En fait, c'est pas ça. C'est plus vraiment savoir où on va investir pour savoir qu'est-ce qu'on veut. Parce que du coup, quand on est dans une ville que l'on ne connaît pas, bah, il faut connaître les quartiers, il faut connaître où sont les universités si on est plus sur les étudiants, il faut connaître le prix, faut vraiment connaître la ville un peu comme si on y avait, c'est comme si on y avait habité. Et ensuite être organisé parce qu'effectivement, là, il va falloir organiser des visites. Et les visites, ben, justement, on ne peut pas aller le faire entre midi et 2, on ne peut pas aller le faire forcément le week-end matin entre 10h et midi. Donc, bah, organiser, ça va être OK, ce week-end-là, on part dans telle ville et puis on fait des visites. Alors, idéalement, c'est mieux de prendre son vendredi pour faire les visites le vendredi et le samedi. Et puis, par contre, on peut y rester le dimanche parce que c'est aussi le côté agréable, c'est que oui, effectivement, on est là pour investir, mais on peut aussi profiter pour connaître la ville et profiter d'une ville que l'on ne connaît pas. Et ça fait un week-end que l'on peut faire soit tout seul ou en amoureux ou avec des amis, enfin peu importe, après on le fait comme on veut. Mais c'est toujours de trouver comment on peut rendre les choses sympathiques. Et c'est vrai que moi, pour le coup, c'était une ville honnêtement, que je connaissais. Alors, j'y avais pas vécu, j'y étais déjà passé. C'était une ville que je détestais. Je, je- voilà, il y a des villes, il y a voilà, des villes comme ça donne pas envie, ça fait pas rêver. Et je dis souvent, trouver une ville rentable avec la colocation, c'est pas forcément des villes sexy. C'est souvent des villes d'ailleurs, on va se dire, enfin, t'investis là-bas, vraiment, vraiment, oui, enfin à côté de ça, j'ai 14% de rentabilité, donc c'est pas parce que la ville n'est pas sexy qu'il n'y a pas de demande locative. Donc, Ok. ça va être vraiment ça, ça va être du coup de s'organiser et ensuite de passer à l'action parce que c'est pas compliqué en fait, mais il faut le faire. Et c'est ça la différence. C'est que l'étude de marché n'est pas compliquée. Savoir ce qu'on veut, ça en soi, si on cherche une colocation, bon, bah, c'est globalement que ça va être un appartement de plus de 65 mètres carrés où on pourra faire 3 voire 4 chambres. Que la plupart du temps, stratégie de colocation, il va y avoir un salon, salle à manger, bah, qu'est-ce qu'on fait? On clôt la salle à manger, on en fait une chambre. Il y a beaucoup de choses qui sont assez classiques dans la colocation. Donc, une fois qu'on sait ce qu'on veut et qu'on est focus, on s'organise, mais ensuite, il faut le faire. Et donc, c'est là où le passage à l'action est très, très, très important pour moi. Et je le dis d'autant plus que des fois, je me trouve des excuses. J'ai la flemme. Ouais, comme tout le monde en fait. Flemme de me faire plus de 2 heures de train, de prendre mon week-end pour ça. C'est pas, oui, ça arrive. Je me souviens une fois, j'avais posté sur Insta, je viens d'avoir un message d'un agent IMO, il propose un super appart, je suis pas sur place, faut que je trouve une solution. Et quelqu'un m'avait répondu, bah, en fait, on est vendredi, bah, tu vas demain, tu vas le visiter demain l'appart. Et pourtant, j'investis à distance. Hein. Et je m'étais dit, la flemme, c'est Ouais. pas ce que j'ai prévu de mon week-end. Donc, si on n'est pas prêt à faire ça, faut être organisé. Parce que du coup, effectivement, je dis pas que je prends le train du jour au lendemain. Mais du coup, à ce moment-là, vu que je suis quelqu'un d'assez carré, bah, j'organise. Ok, je vais faire tant de visites, etc. Et quelque chose d'intéressant avec l'immobilier à distance, c'est que le plus dur, c'est de faire le premier. Mais une fois qu'on a fait le premier, qu'on a donc rencontré des agents IMO, qu'on a rencontré enfin, qu'on a rencontré des artisans et qu'on a créé une équipe, après les choses se font facilement. Par exemple, je ne visite plus forcément les biens. C'est mon artisan qui visite à ma place. D'accord, ok. C'est-à-dire que je connais mon marché, mon artisan connaît tout l'aspect technique et connaît les travaux que j'ai l'habitude de faire. Donc lui, il peut me chiffrer limite au téléphone, me dire globalement il y en aura pour tant, et me dire aussi si pour lui c'est une bonne affaire ou pas.
Alors attention, c'est pas la parole sacrée, hein. Oui, bien sûr, c'est toi qui prends les risques quand même, mais il a cette expertise-là et tu peux lui faire confiance parce que tu as déjà travaillé avec lui. Donc, Ouais. ok. Donc c'est Ok. un peu. Je pense pas que ce soit si différent. C'est juste mettre en place le premier qui va demander un peu de temps, un peu d'effort. La personne que j'ai eue au téléphone me disait aussi, ah bah oui, mais enfin un aller-retour ça coûte de l'argent. Ouais. Bah, enfin bon, quand tu as 750 euros de cash flow qui tombent tous les mois, c'est Bah, pas tu les très fais grave si tu as fait 500 euros de billets de train une fois. pendant 6 mois. Enfin, Mhm. pendant 6 mois. C'est ça que je veux dire. C'est que l'investissement que tu vas faire est censé te rapporter à un moment donné. Ouais, bien sûr. Avec peut-être toujours, effectivement, ouais, mais si je trouve pas, bah oui, ça peut arriver. Des fois, on trouve pas. Bah, faut continuer, faut être persévérant. Ça, c'est peut-être le conseil numéro 4. Du coup, c'est l'investissement à distance, c'est la persévérance pour Et, creuser. et du coup, je vais rebondir là-dessus, sur la persévérance, sur le fait de continuer, etc. Donc, toi, aujourd'hui, tu as 3 colocs qui te génèrent à peu près un cash flow de 2 000 euros, c'est ce que tu me Ouais, ouais, ouais. disais. Ouais. C'est quoi tes plans pour la suite? Est-ce que vraiment tu veux en vivre à 100%? Est-ce que tu veux construire un patrimoine de folie? Qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça? Est-ce que tu veux construire une entreprise? Quels sont tes projets à toi? Alors, en fait, l'immobilier, à mon sens, déjà, c'est une très bonne chose pour commencer à faire de l'argent. C'est-à-dire, avant de parler être rentier, aller s'installer sur une île déserte, c'est souvent le message qui est un peu véhiculé, qui est, à mon sens, un peu faussé, parce que l'immobilier, on aura beau dire tout ce qu'on veut, ça demande une certaine implication. C'est, ça peut rouler 6 mois sans problème, et puis le septième mois, tu vas avoir un problème de chaudière, tu vas avoir un problème, bah, tu vas avoir du turnover aussi, tout simplement. Alors, le turnover, tu peux le gérer à distance, hein, mais c'est-à-dire qu'il faut quand même se dire, je parle surtout en termes de colocation, hein, je ne parle pas d'un meublé classique, un jeune actif, mais de la colocation, il y a du turnover, bah, plus il y a de colocation, plus il y a de locataires, plus il y a potentiellement de problèmes. Et je n'aime pas trop l'idée de t'investir dans la coloc, tu te fais 2000 euros de cash flow et tu pars vivre au soleil parce qu'effectivement, en Thaïlande, ça pourrait aller. Bah, faut pas oublier le côté fiscal qui, à un moment donné, te rattrape, où les choses évoluent, donc faut quand même avoir le nez dessus. Faut pas oublier que voilà, il y a des soucis, des sorties d'argent imprévues, etc. Donc l'investissement immobilier, à mon sens, c'est très bien pour générer de l'argent. Et soit on continue, mais je pense pas. Mais c'est vraiment mon avis personnel, hein. Je pense pas que c'est possible d'être rentier en un an réellement. Je pense qu'à un moment donné, les gens qui font ça, ils développent un business à côté, quel Hmm. qu'il soit. Mais il y a un business développé, ce qui fait que tu es moins attaché au centime près de ton cash flow. Parce Exactement. que, à mon sens, avoir un cash flow pour vivre tranquille de l'immobilier, mais ça, c'est pareil, c'est unique à chaque personne. Ça peut être, pour moi, c'est minimum 5000 euros Hmm. pour à peu près me sentir bien avec mon cash flow. Donc, ça dépend. Il y a des personnes qui disent je suis rentier, j'ai 2000 euros de cash flow. Moi, je ne me sentirais pas rentier parce que si tu arrêtes ton boulot, tu as quand même des charges à payer à côté. Tu sors plus, tu fais plus de choses. Tu Hmm. as une vie qui évolue aussi avec ça. Donc, disons que mes objectifs, c'est vraiment de continuer à investir euh, et d'atteindre les 5000 euros de cash flow qui effectivement peuvent arriver assez vite. C'est pas pour autant que j'arrêterai d'investir. Je pense que c'est quelque chose qui continue. Il y a de l'arbitrage aussi. C'est vrai qu'on parle souvent d'investir, mais il y a aussi la revente de certains apparts. Si ces apparts ne te rapportent pas assez d'argent, faire des plus-values par la même occasion. Il y a plein de choses, tout en prenant en compte évidemment la fiscalité. Et, euh, et à côté de ça, du coup, je sais que l'immobilier me permet de faire plus de choses à côté. C'est-à-dire que, en gros, parce que, ah oui, c'est vrai qu'il y a quand même un point important, parce que les gens vont se dire, oui, il arrive aux 2000 euros de cash flow, c'est pas non plus la folie. Mais c'est mieux que ça en ce moment, puisque je fais des reports de crédit, D'accord, ok. dont le premier qui est un report total, donc et c'est un syndic bénévole.
Ok. Donc, j'ai très peu de charges sur cet appart. Donc, j'ai 4 locataires, on est à 1 560 € de loyer qui tombent tous les mois. Ben, en cumulant, alors j'ai pas calculé, mais je crois que je suis à presque 4 000 €. Alors après, les autres ont des reports de crédit partiels, donc je paye les intérêts durant le report de crédit, et c'est des reports de crédit que j'ai sur 3 ans. Mhm. Donc je vois venir, c'est-à-dire que je touche en soi. C'est vrai que là, je pourrais arrêter de travailler et vivre de l'immobilier, ça c'est sûr. Ouais, mais c'est pas une réalité, puisque si tu es en report de crédit, il y a un moment où les Ouais, 3 ans s'arrêtent, en fait, hein. c'est exactement ça. Et Mhm. c'est souvent ce que je conseille aux personnes, c'est d'avoir des reports de crédit pour mettre de l'argent de côté. Parce que quand on démarre de zéro, étant donné que je suis partie avec rien, ben, il fallait bien que je trouve une astuce pour gagner de l'argent très rapidement, pour que la banque me reprête de l'argent facilement, pour qu'elle voit que j'ai une trésorerie qui est là. Et c'est avec le report de crédit que j'ai pu construire ça. Du coup, effectivement, là, je construis ça. À côté, je développe aussi des activités qui me plaisent, notamment autour de l'immobilier. Mais je le fais parce que l'immobilier, c'est devenu une passion. Il y a des personnes pour qui ils investissent dans l'immobilier, ils n'ont pas du tout envie de faire ça à côté. Et c'est vrai que moi, j'ai eu ce truc et mes amis me l'ont assez reproché, c'est que j'avais envie que tout le monde investisse. C'est-à-dire Ouais. que je suis devenu très chiant. Je pense d'ailleurs que je suis devenu insupportable à un moment donné, je me suis calmé, mais au début, c'était tu dois investir parce que tu vas avoir cette rentabilité, tu vas gagner tant par mois, et si tu n'investis pas, bah, tu es nul. Et c'est vrai que ça devait être hyper agaçant. Ça devait être très, très agaçant. Donc là-dessus, je me suis calmé, mais donc, du coup, étant donné que j'ai toujours cette passion autour de l'immobilier, je me dis, bah, je vais le développer autrement. Donc, avec une chaîne YouTube, avec du coup un Insta autour de ça, etc. Et je suis partie vraiment de ça. Mais d'autres pourraient développer autre chose, n'importe quoi. Enfin, il y a plein de choses à faire. Tu en es la preuve d'ailleurs. Tu as plein de sujets, toi, différents qui te passionnent. Et l'immobilier, c'est un complément de revenus. Et le but, c'est aussi de Exactement. diversifier tout ça. Et de toute façon, il n'y a pas de. Enfin, je pense que pour les gens qui écoutent, il n'y a pas de. Il y a pas de choses parfaites. Il y a pas, chacun va vivre aussi selon son ressenti et c'est le plus important. L'immobilier, c'est une manière de gagner de l'argent. Mhm. Ensuite, cet argent, tu en fais ce que tu veux. Et justement, Exactement. tu peux réaliser des rêves, même en étant toujours salarié. Bah, en fait, tu as de l'argent que tu n'aurais pas eu auparavant. Bah, cet argent, tu peux l'utiliser pour autre chose. Et c'est ça que je trouve fantastique. Exactement. Ouais. Et j'aimerais, du coup, merci pour tout ce que tu viens de nous dire, c'est super intéressant. Tu as dit donc du coup que tu développais quelques revenus alternatifs qui rejoignent l'immobilier, donc ta passion. Tu as sorti récemment une formation sur la décoration, parce que voilà, faut savoir pour ceux qui nous regardent que Nicolas, il est super fort en déco. Vous voyez, regardez son décor chez lui, c'est juste magnifique. Moi, je suis dans mon bureau dégueulasse. Et lui, c'est tout nickel, et que ça, les petites fleurs et tout est nickel. Donc, c'est vraiment ta spécialité. Donc, tu viens de sortir ta formation. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que tu proposes dans cette formation? Ouais, bien sûr. Bah, là-dessus, c'est venu totalement par hasard. Justement, ça qui est intéressant, c'est que peu importe ce que tu fais, tu rends compte que les gens peuvent venir te voir naturellement pour te poser des questions. Et moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que quand je publiais mes photos des rénovations que je pouvais faire, les gens venaient me poser des questions. Comment tu as fait ta déco? Est-ce que tu as pris un architecte d'intérieur? Est-ce que tu as pris un décorateur? Et à chaque fois, c'était non. Surtout que je travaille mes décos, mais c'est pas compliqué pour moi, hein. Ça me paraît pas compliqué, c'est des choses un peu c'est peut-être bête à dire mais un peu basiques. Donc je me suis dit mais pourquoi les gens veulent que je prenne un architecte d'intérieur pour finalement faire ça? Et j'ai remarqué que certaines personnes, ben, ils vont faire un appart, ils vont le rénover et effectivement là je me dis ouais, il aurait dû prendre un décorateur quoi ou faire quelque chose parce que tout est bien mais tout est un peu fade. Et quand on veut sortir du panier, parce qu'il y a de plus en plus d'investisseurs dans l'immobilier, il y a de plus en plus de colocations sur le marché. Donc faire quelque chose de blanc, par exemple, je trouve qu'on peut vite tomber sur quelque chose qui ne ressort pas sur les annonces. Même la location courte durée. Alors là, de toute façon, la location courte durée, pour moi, ceux qui font des choses pas travaillées, je me dis c'est une perte d'argent, ça c'est sûr. Dans l'algorithme, ils auront pas des moins bonnes notes, ils seront moins remontés, enfin bon, bref. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, qu'est-ce qui fait que je peux avoir une expertise autour de la décoration? Étant donné toujours pareil ma curiosité, j'ai travaillé la déco. Du coup, j'ai regardé qu'est-ce qu'étaient les codes de décoration,
J'ai parlé avec pour le coup, des architectes d'intérieur, avec des décorateurs, mais vraiment des discussions un peu naturelles. Et j'ai vite compris que la déco, c'était la même chose que calculer le cash flow. C'est des calculs, c'est des maths. Les couleurs, c'est des maths. C'est ça qui est assez étonnant. Donc, bah, je me suis dit, OK, maintenant, je sais qu'au niveau de mon feeling, bah, déjà, j'ai compris ce que j'avais fait aussi dans mes apparts, hein, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent, bah, parce que c'est des codes qu'il faut appliquer, tout simplement. Il y a rien de trop compliqué. Bah, j'ai mis dans cette formation ma sensibilité au niveau de la décoration que j'ai expliqué via des astuces simples et claires. Pour dire, bah, tu veux faire tel style, bah, en gros, il faut que tu ajoutes ça, 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 et tu as une déco parfaite. C'était un peu comment comment, en gros, comme une recette de cuisine. Voilà, on fait une recette de cuisine. Bah, si tu mets trop de ça, ça marchera pas. Si tu mets pas assez de ça, ça ne marchera pas. Par contre, en ayant les bons ingrédients au gramme près qui fonctionnent, bah voilà, tu auras un super bon plat, tu auras une super déco. Ok, donc cool. Merci pour cette explication. Du coup, ce que je ferai, c'est que je mettrai ton lien vers ta formation, si tu veux, juste en dessous de la description. Ouais, c'est Comme ça, gentil. les gens Ouais. pourront aller voir ta formation, consulter un petit peu la page, le descriptif, etc. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez suivre les conseils du coup de Nicolas sur la décoration. Bon, Mais écoute. je peux juste rebondir là-dessus quand même. C'est vrai que je parle de déco, mais j'ai pas trop donné d'exemples. Mais par exemple, j'ai fait une déco style loft américain, et sur mon marché, j'étais le seul à faire ça. Et tu vois, c'est ça que je trouve intéressant dans la déco, c'est que ça va pas te coûter plus cher et tu peux te différencier. Et cet appartement, à la base, les prix du marché par chambre, on était facilement, vraiment très très haut. On était à 390, 400 euros. Mais là, on est sur des apparts vraiment rénovés, hein. J'ai mis la chambre à 430 parce que c'était un style new-yorkais, parce qu'il y avait un baby-foot, parce qu'il y avait un mur en briques, parce qu'il y avait aussi une valeur ajoutée sur une télé dans chaque chambre, etc. Mais le tout ajoutait une valeur ajoutée. Et les gens n'ont pas été choqués du prix parce qu'en fait, ils ont flashé sur l'annonce et sur l'appart. Et c'est là Exactement. qu'on voit que finalement, et ça m'a pas, enfin, un baby-foot, je l'ai acheté en promo, hein. Il m'a coûté 250 euros en promo. Honnêtement, quand tu ajoutes 40, 50 euros à chaque chambre de ton loyer, c'est vite les petits objets comme ça qui sortent de l'ordinaire et qui créent le coup de cœur, c'est vite rentabilisé, hein. Ok, bon, super. Et est-ce que donc du coup on va terminer la petite interview. Est-ce que tu as une anecdote, quelque chose que tu te dis quand tu as envie de continuer pour te motiver, pour te dire voilà, je vais faire mon prochain investissement, c'est quoi que tu te dis c'est quoi qui te fait avancer vraiment? Est-ce que tu as une petite anecdote, un petit truc? Ouais, ça va paraître, je regarde mon compte avec les loyers qui tombent. Non, mais franchement, honnêtement, c'est Et, super bien ce que tu dis. et c'est vrai que ça motive. Ça motive. C'est parce que des fois, effectivement, des fois, tu règles des problèmes. Ça m'est déjà arrivé, hein, de régler des problèmes. Et quand on est en début de mois et qu'on voit les loyers qui tombent et ton téléphone qui vibre en disant nouveau virement, bah, c'est vrai que ça motive parce que tu sais que cet argent, tu pourras en faire quelque chose et que tu pourras peut-être voilà, réaliser tes rêves. Donc, ça motive bien. Bon, on va terminer là-dessus. Nico, merci pour cette interview. C'était vraiment top de t'avoir. En plus, t'as un profil super intéressant. En plus, t'es hyper drôle. C'est gentil. Donc c'est vraiment cool. J'espère que ça vous apportera tout ce que vous voulez savoir, de plus, notamment sur investir à distance, etc. Donc, tu nous as apporté pas mal de clés. Donc, merci à toi, Nico. Bah, c'est moi qui te remercie, Mélanie. Allez, à bientôt. Salut, salut.